Oui, en fait, donc nous devons suppléer à 2 absences totalement imprévues. La seconde, nous allons en avoir le texte prochainement. Il devait nous être amené par l'intervenant, M. Tull, qui devait donc nous parler du rôle des Alsaciens dans le complot contre Hitler de 1945, de 44. M. Tull qui est auteur lui-même d'une plaquette qu'il comptait amener, un livre publié en librairie, sur le colonel Klaus von Stauffenberg. Donc, nous allons, avec M. Blattmann, tenter donc de suppléer ensemble à 2 interventions. Ouais, on vous présente le livre de Monsieur Tull, qui existe bel et bien. Je veux dire, c'est pas... Voilà. Donc moi, je vais donc ouvrir cette séquence en vous signalant rapidement que je me suis appuyé non seulement sur mes recherches personnelles, mais aussi sur un gros travail fait justement par le docteur Nordblom concernant Rosset et l'Alsacien, un travail qui a été publié, il y a peu, en 2013, dans un gros ouvrage sur le national-socialisme dans le Oberrhein, et dont le professeur Igersheim, connu par quelques-uns d'entre vous, a fait une recension et en même temps l'éloge dans la revue d'Alsace. Alors revenons donc à Rosset. Rosset est député de Colmar. Alors tout de suite d'entrée, une petite rectification amicale. Rosset n'a pas été arrêté en viol de l'immunité parlementaire, tout simplement parce que la constitution de la Troisième République et les textes républicains de l'époque suspendent en fait l'immunité pendant la période de suspension des sessions. Hein. Autrement dit, pas de session, pas de... voilà, immunité suspendue. Voilà, donc ça c'était un point notable auquel les juristes scrupuleux ici présents ont été évidemment très attentifs. Alors, donc il assiste en fait au début de la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire il vit la période de ce qu'on a appelé la drôle de guerre, donc dans la prison de la 20e région militaire, où il a été incarcéré, ça a été dit, le 9 octobre 1939, sous l'accusation fallacieuse, je dis bien fallacieuse, là je prends mes risques d'historien, d'espionnage au profit de l'Allemagne. Je dis fallacieuse parce qu'en 1947, comme on le verra cet après-midi, il a été blanchi de cette accusation. Bon, mais en attendant, cette accusation d'espion lui vaut de vivre dans une cellule isolée, entravée, non chauffé, ça a été rappelé tout à l'heure. Il était déjà malade en 1928 lors de son premier emprisonnement. Ce séjour forcé va évidemment pas l'arranger. Avec tous ces autres compagnons d'infortune dont nous a brillamment parlé Joseph Schmidl tout à l'heure, notamment Sturm, mais aussi Kepi, et donc les 14 autres, il va être évacué en catastrophe de la prison militaire de Nancy lorsque les panzers allemands arrivent dans cette ville, et donc il va vivre ce lamentable épisode, je dis lamentable, qui va conduire ces emprisonnés toujours attachés, toujours menottés à travers la France, de Nancy au Midi, du Midi au Massif central, pour finalement atterrir dans la prison de Privas, où le gouvernement, alors qui n'est plus de la République, faut être clair aussi et précis historiquement, le gouvernement du maréchal Pétain va le livrer aux Allemands. Et donc, comme ça a été rappelé, le maréchal Pétain prend ses fonctions le 10 juillet, c'est le 14-15 juillet que donc ces Nanziger sont livrés aux Allemands malgré eux. J'insiste bien, et Rosset le rappellera dans un texte que je pense je vous lirai tout à l'heure. C'est en fait donc le 18 juillet que ce groupe, qui sort, comme l'a rappelé justement Joseph, qui sort de 10 mois d'emprisonnement, qui ne comprend rien à rien. Enfin, ils ont été, c'était pas l'époque où les prisonniers avaient la télé dans les cellules, ça a changé. Enfin, c'était pas du tout ça. Pendant qu'ils étaient trimballés sur les routes ardéchois, en fourgon cellulaire, évidemment, ils ne savent rien de ce qui se passe, donc ils débarquent D'ailleurs, en pleine nuit, les Allemands sont enragés pour que leur retour ne soit vu par personne. Ils débarquent donc aux Trois Épis, où dans une pression psychologique intense, ils seront donc amenés à signer cette pétition. Alors, ça a été rapidement évoqué. Le principal acteur allemand de cette affaire, c'est le docteur Robert Ernst, qui est à ce moment-là major d'aviation,
adhérent au Parti national-socialiste depuis 1933, qui s'est vu attribuer le titre très ronflant, mais sans attribution réelle, de général référent sur Alsace. Ernst espère qu'à la faveur de l'annexion de l'Alsace au Grand Reich, que lui-même souhaite, lui-même il est occupé des fonctions éminentes, et donc il compte bien utiliser en fait ces militants et leaders alsaciens pour aider à son ascension. En fait, il les connaît bien parce que pendant longtemps, il suivait de très près. Alsacien, il avait quitté l'Alsace en 19 pour prendre la nationalité badoise. Donc, il espère faire son jeu et donc soumet en fait ce groupe à une intense manipulation à laquelle ils ne pourront pas échapper. Ils sont libérés, entre guillemets, parce qu'en réalité, disons qu'ils sont mis hors prison, hein, et donc ils se retrouvent vers le 20 juillet 40, après une quarantaine, excusez-moi, c'est pas un mauvais jeu de mots, après une quarantaine, donc à servir les manigances du docteur Ernst dans ce qui s'appelle à ce moment-là le Elsässische Hilfsdienst. Alors, notons tout de suite que ce Elsässische Hilfsdienst n'a en réalité rien d'officiel, au moins a été toléré par le parti nazi, mais c'est une création personnelle du docteur Ernst, qui d'ailleurs ne fera pas long feu. Elle va servir deux choses. Elle va servir d'une part à organiser une tournée de propagande, mais dont je souligne bien qu'elle ne va durer que une dizaine de jours, elle va s'arrêter jusqu'à en juillet 40. Et ce Hilfsdienst ne servir qu'à une deuxième chose, qui était d'aider au rapatriement des Alsaciens, soit prisonniers de guerre, sous l'uniforme français, soit surtout ceux réfugiés en 1939, parce que pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de notre région, c'est tout de suite à la déclaration de guerre que l'Alsace et la Moselle d'ailleurs ont été vidés d'un tiers de leur population, emmenés dans des conditions accablantes-dantesques dans le Midi. Mes parents étaient du voyage, donc je peux vous en dire un peu plus là-dessus. Donc, il va servir à ça, aider à ce rapatriement. Et il va s'arrêter là. À la suite de quoi, en fait, ces Danziger vont clairement se distinguer en deux groupes. Le premier groupe, c'est celui de ceux qui, sous des masques divers, espéraient plus ou moins le rattachement à l'Allemagne. Il existe clairement. Il est fait d'anciens de ce qu'on appelait la Jungmannschaft, d'anciens du parti de Karl Roos, mais aussi du communiste Maurer, va très clairement rentrer dans le jeu. Donc 7 d'entre eux vont être nommés Krausleiter, mais 7 seulement, et tous issus de la même orientation. Par contre, ceux qui relèvent, dont on vous a abondamment parlé maintenant, qui relèvent de l'ancienne Volkspartei, l'ancienne Union populaire républicaine, vont clairement se retirer autant que cela sera possible, et ils vont s'interdire de prendre toute fonction officielle. Ils vont être obligés d'adhérer au Parti national-socialiste, ils seront adhérents en 1942, mais ils ne prendront aucune fonction, et en aucun cas ne revêtiront l'uniforme allemand. Je vous défie de nous sortir une photo où vous verriez Rosset en uniforme. Alors que dans toutes les manifestations officielles, tout ce qui tournait de près ou de loin autour du parti nazi était tout en uniforme. De même, on les voit vaguement lever les bras pour le Hitler Gruß, mais ils vont s'interdire de prendre toute autre position. Ils n'interviennent publiquement pour Rosset que dans 3 manifestations qui vont se tenir à Colmar, Mulhouse et Guebwiller. Kepi, lui, va réussir à ne parler que 7 minutes à Haguenau. Quant à Sturm, il tient des propos tellement anti-nazis que le chef du parti local demande purement et simplement l'arrestation. Voilà donc chose mise au point concernant cette période. Alors, grande question, puisque
la plupart des responsables politiques alsaciens d'avant-guerre vont rester à Vichy. Jean-Claude Streicher raconte leur itinéraire, le vote positif qu'ils ont émis, puis leur destin dans les... pourquoi est-ce qu'à l'instar des amis, donc de ses amis, le chanoine Müller, le député Thomas Setz, pourquoi est-ce que Rosset est resté en Alsace? Alors, là-dessus, il va s'expliquer. Il va s'expliquer, et je vous livre une citation. J'éviterai des citations trop longues pour ne pas alourdir l'exposé. Enfin, quand même. En rentrant de Berlin, oui, alors il rentre de Berlin parce qu'en décembre 40, ces Danziger sont invités par un Alsacien secrétaire d'État de tous les gouvernements allemands depuis 1920, Otto Meissner. Ils sont invités à Berlin. Et donc ils vont à Berlin et ils vont même rencontrer Himmler. Alors Himmler, le nom vous dit sans doute quelque chose, c'est carrément le numéro 3 du régime. Mais il se trouve que ce Himmler est chien et chat avec Wagner, le Gauleiter, dans l'entourage du Führer, ça se fusillait à autant de munitions que possible. Donc, sachant donc que Himmler était ennemi personnel de Wagner, ils vont tout de suite se plaindre auprès de Himmler en personne pour protester contre deux choses. D'une part, les menaces de déportation qui pesaient sur les Alsaciens, déportation massive. Je rappelle que au même moment, son collègue et sans doute ennemi intime aussi, le Gauleiter de Moselle, Saarland et compagnie, lui a déjà renvoyé en 15 août 40 plus de 100 000 Moselans au-delà de la frontière. Bon. Donc, ils se rendent à Berlin, ils sont reçus par Otto Meissner et Rosset ajoute: je pris, en rentrant donc de ce voyage, la décision douloureuse pour ma famille et moi d'user de la situation particulière que m'avait valu mon emprisonnement. Vous savez, les Allemands, ils étaient très contents d'avoir récupéré des anciens emprisonnés de la République. D'avoir valu mon emprisonnement par les Français à Nancy et d'employer tous les moyens possibles pour combattre les Allemands en Alsace. Et ça sera ça, son programme, son objectif de fond. Nonobstant toutes les obligations mondaines, je veux dire, toutes les faux semblants auxquels il va être contraint pour arriver à ce résultat. Je décidai en même temps de maintenir le contact avec la France et le gouvernement aussi étroitement que possible. Joseph, à juste titre, insistait sur la volonté de laisser l'Alsace dans le giron français. Le contact, je devins peu à peu le défenseur presque attitré de mes malheureux compatriotes. Je ne me contentais pas de faire des demandes ou des lettres écrites, ce qui était relativement facile. J'allais personnellement trouver les fonctionnaires concernés à Strasbourg, Karlsruhe, Berlin, Paris, Vichy, une fois, deux fois, trois fois s'il le fallait, jusqu'à ce que j'eusse un résultat satisfaisant, et je préparais toujours consciencieusement mes interventions. C'était une besogne dure, ingrate, épuisante, et je ne parle pas des dangers qu'elle comportait pour moi et ma famille. Voilà. Mais bon, avant d'être appelé de par les circonstances à assumer cette responsabilité de défenseur Nummer 1 des Alsaciens, victimes des persécutions nazies, et Dieu sait s'il y en aura, en nombre et en qualité, il y aura une autre raison déterminante pour Rosset de rester en Alsace. C'est la sauvegarde de la maison d'édition Alsacia, qui tout au long de la guerre sera menacée de confiscation, faut bien le comprendre ça, pour servir d'outil de propagande national-socialiste. Alors, petite parenthèse sur le métier d'éditeur, nous avons parmi nous un membre du cercle Joseph Rosset, dont il se trouve que la famille habite la dernière maison occupée par Rosset à Colmar, 19 rue Voltaire, au moment de sa fuite en 40. Donc vous avez ici un aperçu de ces livres, et je pense qu'ils sont gracieusement, c'est ça ? Gracieusement mis à votre disposition par leurs détenteurs respectifs, Madame Westhoff et Monsieur Bass, voilà, pour servir éventuellement de souvenir pour cette journée. Donc, avant de revenir sur son activité de défenseur des Alsaciens, je voudrais insister sur le rôle joué par
Rosset dans la défense de l'entreprise Alsacia. Alors d'abord, il faut que je vous rappelle ce que c'est que l'entreprise Alsacia en 1940. On en a plus ou moins entendu parler. Je ne crois pas, d'ailleurs on a entendu parler du nom de l'Alsacia, on a plutôt parlé du groupe Eggy. En effet, l'Alsacia avait été fondée au XIXe siècle par un groupe d'ecclésiastiques et reprise au début de ce XXe siècle par l'abbé Eggy, qui en fait une très très belle entreprise qui laisse en 1932, l'abbé Eggy meurt à ce moment-là, pour en confier les rênes politiques à Joseph Rosset, qui devient directeur politique du groupe, autrement dit de toutes les publications de ce groupe, à commencer par le Elsass Kurier, édité à Colmar. Donc, voilà ce que c'est que l'Alsacia. C'est une maison d'édition qui publie des journaux et qui devient une entreprise de plus en plus importante et de plus en plus florissante. En 1940, cette entreprise compte 478 actionnaires, de très nombreux ecclésiastiques encore, et de nombreux salariés, près de 500. Ce nombre de salariés va pousser jusqu'à 615, d'après un document découvert par Madame Pia Nordblum, d'où je tiens ces informations. Donc, au début de l'été 40, les actionnaires ecclésiastiques de l'Alsacia ont affaire à trois difficultés majeures. La première, c'est donc début de l'été 40, ils n'ont plus de responsable opérationnel à la tête de cette entreprise. Vous imaginez aujourd'hui une entreprise alsacienne sans patron, c'est pas pensable. Donc ils cherchent à tout faire pour récupérer Rosset, lorsqu'ils apprennent que Rosset est revenu en Alsace et qu'il est enfermé aux Trois Épis, parce que ça c'est assez vite, malgré leur confinement. Il avait dans l'intérim, si vous voulez, confié la gestion de l'entreprise au directeur administratif, le dénommé Xavier Mapus, mais le dénommé Xavier Mapus a tellement introduit les Allemands qui fuient dès le mois de juin pour se réfugier en Puy-en-Velay. Donc c'est vraiment une entreprise sans patron, un bateau sans capitaine. Bon. Ça c'est le premier problème rencontré par ces ecclésiastiques. Et on a un second, c'est que cette entreprise est une excellente rentabilité. Le livre religieux se vend bien à ce moment-là, en Alsace. C'est une excellente rentabilité. Et donc, du coup, sa situation à la dérive, en quelque sorte, suscite immédiatement la convoitise d'un nasillon alsacien qui s'appelle Fritz Spieser, Frédéric Spieser si vous préférez, son appellation Fritz Spieser, qui est un petit éditeur alsacien, pro-nazi, éditeur de la Hüneburg Verlag, basé en Basse-Alsace. Bon, sur le site josephrosset.com, vous trouvez une quinzaine de pages consacrées à ce personnage, complexe, qui clairement en 40 n'a qu'un objectif, c'est mettre la main sur cette entreprise. En juillet 40, en juin 40 même, avant qu'il se passe quoi que ce soit, il se précipite à Colmar avec la Gestapo, quand même, pas rien, comme ange gardien, la Gestapo, pour en fait mettre la main sur l'Alsacia, tel un chacal, écrit Joseph Rosset à son sujet. C'est comme une expression qui veut tout dire. Enfin, troisième difficulté auquel sont confrontés les actionnaires, c'est l'interdiction de parution des journaux du groupe. L'entreprise est autorisée à continuer son activité sous condition, mais les journaux, eux, sont carrément interdits, les titres confisqués, les équipes changées, l'Elsass Kurier, par exemple, devient l'organe officiel du Parti national-socialiste à Colmar. D'ailleurs, les Alsaciens ne comprennent pas grand-chose de ce qui se passe. Ils voient un journal qui ressemble vaguement, même assez précisément, ce qui était l'Elsass Kurier avant 40, puis ils découvrent là-dedans des articles complètement soumis à la censure nazie. Bon, mais malgré la perte de ce pôle presse, qui est d'ailleurs pas le plus rentable, l'Alsacien entend survivre, et donc en cherchant à se recentrer sur son corps de métier, comme on dit aujourd'hui dans le langage des affaires, l'édition et la vente de livres aussi accessoires qui marchent aussi très fort. Et donc,
quand ils apprennent le retour de Rosset en Alsace, les curés administrateurs, ce sont pas les curés d'ailleurs, se mettent en relation avec lui pour définir les conditions dans lesquelles Joseph Rosset pourra reprendre les rênes de l'entreprise. Bon, ça, l'accord ne s'établit pas d'emblée. Joseph Rosset pose ses conditions, mais il finit par accepter, et surtout les autorités de la Gauleitung de Strasbourg donnent le aval à la relance de l'entreprise et à la nomination de Rosset à sa tête. Alors, petite parenthèse, j'ai lu un tapis de conneries à ce sujet. Par exemple, que c'est les nazis qui avaient nommé Rosset. Les nazis n'ont rien nommé du tout, ils n'avaient aucun pouvoir. C'est reste à ce moment-là une entreprise privée, certes soumise à un étroit contrôle, mais la gestion, à ce moment-là encore et jusqu'au bout, va appartenir aux actionnaires. J'insiste bien là-dessus. C'est un point pas négligeable. Donc, bon, les nazis posent quand même une condition, c'est que les curés soient éliminés. Les curés soient éliminés. Bon, ils le seront, bon, Rosset fera sans eux. Bon, mais pour en faire quoi? Mais progressivement, véritable bastion, un bolwerk en allemand, contre le nazisme. Je vous passe le détail de ses actions éditoriales. Il va éditer jusqu'à 2 millions de livres, dont à peine 7 titres officiellement dans la ligne, on va dire. Mais surtout va s'en servir pour en procurer des emplois, non seulement à ses coreligionnaires, notamment les religieuses qui se voient interdites d'activité, mais aussi à plusieurs juifs. C'est un point important. La plus connue d'entre eux, c'est l'épouse de son second, une épouse juive, qui avait épousé son directeur adjoint, venu du Pays-Bas, de beaucoup d'autres, dont malheureusement les archives ne gardent pas de traces, puisque par définition ils étaient clandestins, et donc sous de fausses identités. Donc l'Alsacien, en fait, comme il écrira, derrière un paravent de relations absolument correctes avec l'administration allemande, j'ai pu réaliser et mener à bien un vaste programme d'opposition. Je ne reculais devant aucun effort nécessaire, devant aucun sacrifice. J'étais à Colmar, quand j'étais à Colmar, je me mettais au travail au bureau de l'Alsacien à 6h du matin pour le quitter après une courte interruption à midi le soir vers 22h. Bon, je n'insiste pas sur cet aspect d'éditeur, monsieur Blattmann en parlera, en parlera. Je voudrais simplement dire à son sujet un témoignage qui me paraît absolument capital pour comprendre l'ambiance et la psychologie et la réalité de ce moment-là. Ce témoignage sera apporté par Clemens August Graf von Galen, archevêque de Münster en Westphalie. 21 janvier 1946, il écrit: les livres des éditions Alsacia ont soutenu notre résistance contre le néopaganisme des nazis avec efficacité et jusque dans les dernières années de la guerre. Il découle donc des faits que Joseph Rosset fait partie des combattants contre le nazisme de manière exceptionnelle. Je ne commente pas plus, je pense que ces deux phrases parlent d'elles-mêmes, s'il le faut, on détaillera dans la suite du propos. Bon, j'aurais dû, mais là je déborde, parler plus longuement du rôle du groupe de la Volkspartei dans la résistance anti-nazie allemande et le complot de von Stauffenberg. Je peux ne dire qu'une chose à ce sujet. Beaucoup des personnes que j'ai rencontrées dans mes conférences me disent: mais attends, d'où vous sortez ça, d'où tu sors ça? Donc s'agissant donc de la participation de Rosset au complot von Stauffenberg et Goerdeler. À ce moment-là, je les renvoie très volontiers à un livre de mémoire écrit par le préfet Payra, préfet jacobin d'après-guerre, dont Christian Bechler, le professeur, explique que sa plus claire activité était de faire la traque aux autonomistes. Donc lui, il témoigne donc très très clairement
du rôle et des liens entre les Alsaciens et les anti-Asie allemands. Je cite de mémoire pour ne pas alourdir. Il y a en gros, je ne sais pas comment Rosset et ses amis sont rentrés en contact avec von Stauffenberg. Ce dont je suis certain, c'est le préfet de la République qui parle, hein, et qui parle sur sans doute informations solides. Sinon, il ne serait pas engagé et il n'aurait pas raconté ça dans ses mémoires. Je sais par contre qu'ils l'ont été. Hein. Donc il atteste clairement de cette participation. Je peux dire que la chose est certaine. C'est le libellé. Le libellé, je peux dire... J'ai un petit problème technique. Voilà. Donc, mais encore une fois, nous sommes aussi là, j'espère, pour répondre, si possible, à des questions, et nous ne nous défilerons pas devant les questions. Je voudrais terminer simplement sur deux aspects, donc celui que j'évoquais tout à l'heure, son rôle de défenseur des Allemands, des Alsaciens menacés par les nazis. Quelques chiffres. Donc j'évoquais son intervention auprès de Himmler pour éviter les expulsions de masse hein, en 40, mais en même temps il parvient aussi à éviter des expulsions de personnalités qui tous en témoigneront. Hein, le sénateur Braun et Broglie, et surtout les expulsions des familles alsaciennes menacées d'être envoyées dans l'Est, du fait du refus de leurs enfants de participer à la mascarade, qui est une triste mascarade de l'incorporation de force, hein, de ce faire allemand. Voilà. Donc, ces familles d'incorporés de force réfractaires à l'incorporation vont toutes être menacées. Et Rosset, comme d'autres, comme Sturm, va tout faire pour éviter leur déportation. Il se bat pour éviter la déportation des 2000 religieuses de la congrégation de Ribeauvillé. Et surtout, donc, il se bat, et ça c'est sa plus grande victoire morale, disons, dont l'intéressé témoignera lui-même, je ne rentre pas dans le détail, j'en aurai pour de trop longues minutes, être à l'origine, en fait, du sauvetage de Robert Schuman. Alors, les plus jeunes ont peut-être oublié qui était Robert Schuman, on l'appelle encore aujourd'hui le père de l'Europe. À ce moment-là, il avait été député avant la guerre et Franz Zweig en a parlé. En 1940, il se trouve dans le gouvernement et il se trouve dans le gouvernement. Mais en 40, les Allemands l'arrêtent, l'exilent quelque part en Allemagne de l'Ouest et Rosset va leur échapper. Il va leur échapper 2 fois. Et c'est grâce à Rosset que Schuman va être sauvé. Il va en témoigner, et il va en témoigner alors même qu'il est ministre du gouvernement en exercice. Schuman sera ministre MRP dans à peu près tous les cabinets de 46 à 50, je dirais, hein, de mémoire. Voilà. Donc, on m'invite à conclure, à juste titre, pour laisser la place à M. Blattmann d'abord et aux questions. Donc, ce rôle, encore une fois, n'a pas été facile, il a été ingrat. C'est aussi un rôle dans lequel il était effectivement obligé à un double jeu, parce qu'il sera bien sûr amené à donner quelques garanties hein, pour pouvoir tenir son objectif numéro 1, la défense de l'Alsacia, et pour pouvoir continuer à œuvrer comme il l'a fait pour les Alsaciens. Ce jeu finit quand même par se savoir, susciter la curiosité, et plus que la curiosité de la Gestapo, parce qu'au sein de l'Alsacia, il se trouve aussi qu'il y a un traître. Il y a toujours un Judas quelque part dans ce genre d'histoire. Il se trouve que ce traître, c'est purement et simplement un moine du couvent de Leulenberg qui va le trahir en dénonçant sa participation de Rosset à différentes réunions qui lui étaient interdites à Vichy. Donc ça finit par savoir, la Gestapo va s'inquiéter sérieusement de lui, d'autant que ses connexions avec le groupe von Stauffenberg-Goerdeler vont être connues, et donc le 2 décembre, la Gestapo se présente 19 rue Voltaire,
pour l'arrêter. Il échappe à l'arrestation, il échappe à l'arrestation, en fuyant par les jardins, pour pouvoir se réfugier. Il sera pendant 2 mois, jusqu'à la libération de Colmar par les franco-américains, le 2 décembre, du 2 décembre au 2 février, moyennant quoi, quelques jours plus tard, il se présentera aux autorités françaises qui vont, cette fois, l'arrêter, mais ça c'est une autre histoire dont on parlera cet après-midi. Voilà, excusez-moi d'avoir été un peu long, mais voilà, je crois qu'il y avait des points importants à évoquer.